Yorana, vous allez bien? Bon matin, je viens aussi du Québec, alors j'ai de temps en temps un petit accent comme ça. Qui d'entre vous ce matin s'est levé en se disant super, j'ai passé une très mauvaise journée? Personne? Non, sans rire, personne, non? Je comprends pas. Je comprends pas, vous êtes assez bizarre en même temps. Non, en fait, vous êtes très très normaux. Puis je vais venir plus tard pour vous expliquer pourquoi vous êtes très normaux. Aujourd'hui, pourquoi on est dans un contexte dans lequel effectivement il faut se poser des questions sur les modes de management? Pourquoi aujourd'hui on doit revoir les choses différemment? Et puis, quelles sont les conséquences qu'on a aujourd'hui de nos modes de management? Et enfin, dernier point que je voudrais vous amener, parce que vous dites, ben, si ça ne va pas et si c'est compliqué, et ben, il y a peut-être des solutions. Mais la bonne nouvelle, oui, c'est que je vais vous apporter quelques pistes de solutions, en tout cas quelques-unes dont j'espère que vous allez en profiter pour les mettre en place, pour vous personnellement, puis peut-être pour vos organisations, puis in fine pour le Fénois. On est parti? Alors allons-y. On a, dans l'introduction que faisait Emmanuel, il parlait effectivement que je suis éclaireur de transformation managériale. Éclairer, ça veut dire mettre deux choses. Mettre un coup de projecteur sur les choses qui sont importantes. Il y a des chaos d'informations, on ne sait pas où ça part de tous les côtés. On parle de changement sans arrêt. Il y a même des personnes, des consultants, des confrères comme moi, qui gèrent le changement. Mais le changement, il ne se gère pas, il se vit. Si je vous regarde dans cette salle-là, je suis persuadé que des changements, vous en avez eu plein. Dans les 2 dernières années, qui d'entre vous a changé de téléphone portable? Qui d'entre vous a changé, par exemple, de voiture? De maison? De femme ou de mari? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ok, vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc juste vous dire une chose, aujourd'hui le changement il fait partie de notre vie. Et vous êtes passé par toutes ces étapes de changement. Donc pourquoi on en fait quelque chose d'aussi compliqué dans nos organisations aujourd'hui? Tout à l'heure, Emmanuel vous parlait aussi de cette notion de motivation au travail. Je vais vous donner un chiffre. 85%. 85%, c'est 85% des personnes dans les organisations dans le monde qui sont activement désengagées ou désengagées. Activement désengagées, vous imaginez à peu près ce que ça peut faire. Hein. Vous êtes dans une boîte, puis il y a quelqu'un qui fait exactement le contraire de ce qu'il devrait faire. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il est payé quand même pour ça. C'est extraordinaire quand même. Puis il y a des gens qui sont juste désengagés. Désengagés, c'est-à-dire ils font ce qu'il faut pour passer sous le radar là-dessus. On est en Polynésie, on a une course magnifique qui s'appelle la Hawaii Kinui, course de pirogue, qui commence à être reconnue internationalement. Et je vous pose la question, est-ce que vous partiriez aujourd'hui à faire la Hawaii Kinui avec un équipage de 6 personnes, dont il y en a une qui rame dans le bon sens, 3 qui regardent cramer, si possible en commentant, en faisant des commentaires désagréables sur son coup de pied qui n'est pas bon, ça ne va pas, etc. Et puis 2 qui rame dans l'autre sens. Vous voyez votre pirogue, hein, il y a un type qui rame, là il y en a 3 au milieu, et puis 2 qui rament dans l'autre sens. Vous avez des chances d'aller juste nulle part. Et on a 85% des collaborateurs dans le monde qui sont désengagés, activement désengagés. Donc on a plein de changements partout dans le monde, on a plein de choses qui évoluent, sauf une chose. Vous savez quoi? Il y a une chose qui n'a pas changé depuis le 19e siècle, ce sont les modes de management. Alors tout le monde va me dire, ouais, mais le changement, etc., c'est compliqué. Non, il faut qu'on arrête là, parce que Héraclite, philosophe au 6e siècle, avant Jésus-Christ, disait déjà, le changement est la seule constante. Donc nous sommes dans des organisations aujourd'hui où on a 85% des collaborateurs qui sont désengagés ou activement désengagés, et nos modes de management ne changent pas. Alors que le changement est la seule constante. On a un vrai problème. Et ce problème, aujourd'hui, ceux qui s'en aperçoivent sont bien évidemment les collaborateurs, mais aussi les managers d'équipe. Certains d'entre vous qui ont peut-être des équipes qui ont malheureusement, avec ce taux assez faible de motivation, quand je dis assez faible, c'est nul, hein, on va dire appeler un chat, se disent... parfois, ils viennent me voir, puis ils me disent Laurent, là, mon équipe, c'est pas terrible. Alors
Alors, il se gratte la tête un peu, comme ça, je ne me gratte pas trop parce que j'ai mis trop à côté. Qu'est-ce que je peux faire pour motiver mes équipes? Vous savez ce que je leur réponds? Qu'est-ce que je peux faire pour motiver mes équipes? Ben, je leur fais une réponse qui les anéantit littéralement. Je leur dis, toi, ce que tu peux faire pour motiver tes équipes? Rien. Tu peux rien faire. Alors ils viennent pour demander de l'aide et je leur dis, tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire et on ne peut rien faire. Et je reviens sur ma première question tout à l'heure ce matin, en vous demandant qui d'entre vous s'est levé en se disant, chouette, je vais passer une super mauvaise journée. Personne. Personne, pourquoi? Parce que la science aujourd'hui nous apprend des choses extraordinaires sur la motivation que le management n'utilise pas du tout. Donc je vais commencer à vous donner des pistes là aujourd'hui de comment on peut travailler pour avoir des organisations dans lesquelles les gens à la fois prennent du plaisir, des organisations qui soient plus humaines, mais aussi plus durables et plus profitables. Qu'est-ce que la science nous apprend? On a deux types de motivation au travail. Des motivations qui sont plutôt d'ordre positif, qui sont des motivations qui viennent de nous-mêmes. C'est pour ça que quand les managers viennent me voir en me disant « Qu'est-ce que tu peux faire pour manager ton équipe ?» Tu peux monter sur une table et dire « les gars, soyez motivés, soyez motivés ». Ça va durer 40 secondes, le temps que tu descends de ta table et que tu tournes le dos. La motivation vient de nous-mêmes. La motivation, c'est un travail intérieur. Personne d'entre vous ici ne s'est levé le matin en se disant « Il va falloir que j'aille au TEDx ». Peut-être que certains d'entre vous sont levés ce matin ou vont se lever lundi matin en se disant « Il va falloir que j'aille au travail ». Je vais peut-être vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on n'est pas sur les bons facteurs de motivation. Motivation intrinsèque, qui ressortent de nous, extrinsèque, c'est celles avec lesquelles on se compare avec les autres. On va commencer par celles qui sont positives. Premier type de motivation, le plaisir. On veut prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Le cerveau est formaté pour ça. Depuis l'âge des cavernes, notre cerveau est formaté pour le plaisir. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le travail, parfois, compliqué de prendre du plaisir. On a des métiers où c'est un peu compliqué. Et c'est vrai. On regarde une infirmière, par exemple, qui donne un bain à une personne âgée. Ce n'est pas forcément quelque chose qui donne beaucoup de plaisir. Mais après le plaisir, il y a une deuxième chose qui est essentielle, qui est la notion de sens. Pourquoi on fait quelque chose? Pourquoi on le met en place? Et cette notion de sens, elle est fondamentale dans les organisations. Si aujourd'hui vous avez perdu le sens de ce que vous faites, votre organisation, elle est comme un navire sans pilote, sans cap. Un peu comme mon équipe de Hawaii Avara qui va là où elle peut aller parce que chacun a décidé de faire ce qu'il veut. Donc première source de motivation au plaisir, si on n'a pas la notion de sens. Cette infirmière qui donne ce bain à cette personne âgée, elle sait très bien quelle est la finalité de ce qu'elle fait. Laver une personne, qu'elle se sente bien, propre, qu'on apporte quelque chose, qu'elle soit reconnue par rapport à ce qu'on fait. Et puis on a deux types de motivations qui sont des motivations qui vont de plus en plus vers le négatif. La première, c'est notre fameux pito, l'orgueil, l'ego. Voilà, il est beau mon dessin. Hein. C'est moi qui l'ai fait, c'est faux, c'est pas moi qui l'ai fait. L'orgueil, l'ego, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait que on veut se comparer. T'as vu attends, c'est moi le chef. Hein. Je vais dire ce qu'il faut faire. Ou c'est moi le meilleur vendeur. Ou c'est moi qui suis meilleur que toi. On est sur ces éléments de comparaison permanente. Dans des organisations dans lesquelles vous êtes sur des éléments de comparaison permanente, vous n'utilisez pas les forces des personnes, vous utilisez juste ce qui ne va pas bien chez eux. Vous voyez en permanence le verre à moitié vide. Fatigant, hein, parce que quand il est à moitié vide, c'est pas avec ça que vous allez réussir à étancher votre soif. Puis dernière source de motivation, d'après vous, qu'est-ce que c'est? La pire? C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Hein. Ça fait 40 ans qu'il y a des travaux qui sont faits notamment par Jacques Forêt. À votre avis, ça peut être quoi? Le salaire, l'argent? Ouais, l'argent n'est pas le bon facteur de motivation. Et quand vous regardez aujourd'hui autour de nous, par exemple sur le Fénois, je ne vais pas citer les organisations, je n'ai pas le droit, mais quand on voit des boîtes dans lesquelles les gens sont payés 16 mois par an, et puis qui réclament des augmentations de salaire, ils réclament des augmentations de salaire, vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de plaisir, et on a perdu de vue le sens de ce qu'on fait. Si vous pensez aux organisations ici, pensez au TEDx. Le TEDx ici, il y a plus d'une vingtaine de bénévoles, une trentaine de bénévoles qui travaillent. Ce sont des bénévoles.
C'est pas l'argent qui les fait bouger. C'est pas l'orgueil, l'ego. Ce sont des bénévoles. Ils ont à faire plein de trucs, entre le café, machin, vous accueillir, etc. Mais ils sont là. Ils sont là parce qu'ils prennent plaisir. Ils voient le sens de ce qu'il y a. Donc facteur de motivation, c'est extrêmement important. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Quand on est manager, qu'est-ce qu'on peut faire de ces deux éléments? Et quelle posture, parce qu'on est dans quelque chose d'extrêmement important, quelle posture je peux prendre moi en tant que manager, en tant que responsable, pour faire en sorte qu'on aille plus vers le plaisir et le sens dans les organisations? Deux grandes choses à vous donner. La première, c'est pouvoir fixer un cap, pouvoir fixer une direction. Dire là où on va. Toujours cette notion de sens, de pourquoi. Je vais le développer un peu plus. Puis la deuxième chose, c'est remettre un peu d'humain dans les organisations. Vous savez, de l'humain, pas que les process. Oui, non, mais alors là, non, c'est pas possible parce qu'il y a le certificat B42 et tu dois remplir aussi. Tu as pris ton ticket. Non, parce que tu n'as pas pris ton ticket, ça ne va pas. Il y a des organisations dans lesquelles vous rentrez. Texto, hein, ça m'est arrivé. Hein, boîte avec laquelle je bossais, vigile à l'entrée, etc. Donc ils vous demandent votre pièce d'identité. Alors vous donnez votre pièce d'identité, puis ils vous voient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois. Il vous a vu 10 fois. Qui sait qui vous êtes? Il vous accueille même par votre nom maintenant. Salut Laurent, comment ça va, etc. Puis un jour, j'oublie ma pièce d'identité. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, tu ne montes pas, tu vas rechercher ta pièce d'identité. Voilà, quand je vous parle de remettre un peu d'humain, c'est vraiment ça. Revenons sur la première partie. La première partie, trouver le pourquoi. Aujourd'hui, nous avons des organisations, et là je ne suis pas tout le seul à le dire, j'ai une personne qui s'appelle Simon Sinek. Nous sommes beaucoup dans des organisations aujourd'hui dans lesquelles on travaille beaucoup sur le comment. Comment faire les choses. Quand vous rentrez dans une boîte, il est possible que parfois, on ne vous dise pas du tout pourquoi vous allez faire un travail. Donc ben voilà ton bureau. Alors voilà le manuel de procédure. Et puis lui, c'est ton chef. Voilà les gens de l'équipe. Et bonne journée. Au revoir. Moi, j'ai eu ça. Hein. J'ai eu ces services avec lesquels j'ai travaillé où des personnes arrivées, période d'intégration, il y a bien de l'humain dedans. Période d'intégration, on vous dit, alors tu te mets ici. Alors ça, c'est le code des marchés publics. Et puis on revient à la fin de la semaine voir si tu as survécu. Et on laisse la personne toute seule sur son bureau. Ça donne envie tout de suite, hein, vous voyez bien toutes ces finalités. Le pourquoi précède le comment et le quoi. Mais depuis plusieurs années, on met les choses à l'envers. On commence à travailler sur le comment tu dois faire les choses. On va vous expliquer comment il faut faire les choses. Pensez bien à ça. Hein. On est dans des organisations avec une certaine schizophrénie, puisqu'on vous a engagé pour faire quelque chose. On vous a engagé pour, a priori, faire un job. Et la première chose qu'on vous dit, c'est comment vous devez faire votre job. Vous êtes par exemple laborantin et vous êtes dans un laboratoire d'analyse médicale et on va vous dire non, alors attention, là, il faut que tu prennes l'éprouvette temps et puis que tu mettes la truc ici, l'aiguille ici, comme ça. Et puis après, tu vas mettre l'étiquette là-dessus. Oui, j'ai fait 8 ans d'études pour faire ça, donc on me réapprend mon boulot, c'est quand même sympa. Puis attention, parce que là, il y a la virgule, là. Non, pas ici, plutôt là. Voilà. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi en 2 mots? Quelle est la finalité de mon job? Si certains d'entre vous sont dans des entreprises et des organisations dans lesquelles vous avez perdu le sens de votre job, c'est urgent de vous remettre autour d'une table pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qu'on peut définir là où on a envie d'aller. Quelle est la direction commune qu'on donne à notre bateau? C'est quelque chose d'absolument essentiel. Après, derrière, laissez les gens libres du comment. Les organisations aujourd'hui qui font évoluer leur mode de management vers du mode de management ouvert, c'est ce qu'elles font. C'est on définit un cap et puis après on dit aux personnes, bon, vous savez quoi? On vous a engagé pour faire un job, allez-y, faites-le. Puis si les gens font des erreurs, c'est correct. Ils font des erreurs, on va apprendre de nos erreurs et puis on va progresser là-dessus. Donc première chose, le pourquoi précède le comment et le quoi. Gardez bien ça en tête. Puis deuxième chose, comment on remet de l'humain dans les organisations. Remettre de l'humain, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que mon rôle en tant que gestionnaire, mon rôle en tant que manager, il va évoluer. Il va évoluer, il va avoir 3 choses complètement différentes. Plutôt d'être le manager tatillon qui va dire « Alors, non, excuse-moi, mais là, tu n'as pas bien mis l'étiquette, tu vois, elle est un petit peu de travers sur le truc. » Puis là, on perd 3 heures à mettre l'étiquette de travers pendant que le type est en train de crever parce qu'il n'a pas ses résultats d'analyse. Hein.
Le comment devient beaucoup plus important que le pourquoi. Vous devriez rire à ce moment-là, parce que malheureusement, c'est des situations qui arrivent. On a tellement impliqué des procédures, parce que l'étiquette n'était pas bien mise, qu'à un moment donné, il y a des gens qui peuvent mourir à cause de ça. D'où on revient sur le comment. L'autre truc, pour éviter d'être ce manager tatillon qui va superviser votre job, qui est effectivement pour lui assez pénible, et en plus la personne qui le fait, c'est on prend du recul, on prend de la hauteur dessus. Et puis on reste dans cette dynamique de dire, moi mon rôle c'est d'être un rôle de pilote. Le pilote, ce n'est pas forcément celui qui conduit, c'est celui qui donne la direction. C'est celui qui monte là où on veut aller. Premier rôle aujourd'hui qu'on attend d'un manager. C'est un changement de paradigme, c'est un changement d'attitude. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse confiance aux personnes. Deuxième type de rôle à donner aujourd'hui, c'est celui aujourd'hui de gardien du temple. Quand on travaille sur le pourquoi, on est capable de définir aujourd'hui là où on veut aller. Et là où on veut aller, ça s'inscrit par rapport à des attitudes et des comportements qu'on a envie de faire vivre dans les organisations. Faisons-les vivre, puis assurons-nous du fait que les gens les mettent en application pratique. Si on a des attitudes et comportements qui sont déviants par rapport à ce qu'on a envie de faire, il faut avoir le courage d'avoir des conversations justement courageuses pour pouvoir faire en sorte que derrière, les gens aillent bien dans le sens de là où on veut aller. Donc cette notion de gardien du temple est essentielle. Pilote, gardien du temple. Puis le troisième truc que j'aime beaucoup, moi je me considère, je dis que je suis un éclaireur, mais je suis aussi un jardinier. Un jardinier, c'est quelqu'un qui fait attention à son sol, qui fait attention à ses différentes plantes. On ne va pas faire pousser des tomates ou des carottes de la même façon, ni des papayes ou des hourous. De toute façon, les hourous, ils poussent tout seuls. Voilà. Mais on ne va pas forcément faire les choses de la même façon. Donc, comment on va porter attention à chacune des personnes, et plutôt de regarder uniquement ses faiblesses, quelles sont ses forces, et comment on tire ses forces jusqu'à l'excellence. Donc voilà les rôles des managers. 3 grands rôles. Le pilote, le gardien du temple, et c'est lui qui, à un moment donné, va effectivement être le jardinier qui va permettre de faire grandir toute son équipe. Le rôle d'un leader, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de contrôler. Le rôle d'un leader, c'est de générer d'autres leaders. Ça demande 3 grandes choses, et je vais conclure avec ça. On va conclure avec 3 C. Première chose, ça demande d'avoir déjà confiance. Confiance en les autres, ce qui n'est pas facile, mais confiance en soi. Confiance en soi, ça veut dire aussi se connaître soi-même. Ça, c'est vraiment absolument indispensable. Ça, c'est le premier C. Le deuxième C, derrière, ça va demander une vertu absolument essentielle aujourd'hui, qui est cette capacité derrière à avoir conscience des actes qu'on fait aujourd'hui. La conscience des actes que l'on pose, la conscience des gestes, la conscience des attitudes, la conscience du non-verbal. C'est absolument indispensable. Parfois, vous pouvez détruire une personne juste par une attitude, juste par un mot, juste par un geste. Donc avoir cette conscience est absolument indispensable. Puis la troisième chose, et je conclurai avec ça, ça me demande du courage. Du courage pour se remettre en question, du courage pour accepter ses erreurs, du courage pour tomber, du courage pour se relever, puis du courage pour réussir. Alors je vous souhaite, et je vous souhaite beaucoup de courage et un excellent TEDx. Merci à vous.